Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième numéro de votre émission Paysages littéraires. Aujourd'hui, nous nous trouvons donc à la plaine Grand Camp. Grand Camp, qui est un quartier de la ville des Abîmes, un quartier qui a connu tout au long de sa création de nombreuses rénovations. La ville des Abîmes est un territoire qui compte environ 52 948 habitants et c'est aussi la commune de naissance de l'auteur et écrivain professeur des universités Roger Thomson. Roger Thomson est cet homme qui a écrit, entre autres, Aimé Césaire, Le Nègre inconsolé, paru en 1993, le roman La Camère, sorti en 2018, ou encore Trois Calibans, Shakespeare, Renan et Césaire, un essai pour lequel il a reçu le prix Casa de las Américas. À quoi bon des poètes en des temps de détresse s'est demandé au XIXe siècle le poète Hölderlin. Pour répondre à cette question, nous recevons donc trois poètes qui ont écrit un ouvrage qui s'intitule Plume. Ils sont trois à avoir écrit, mais ils sont deux à être présents aujourd'hui parce que l'autre vit en Martinique, publié en 2023 aux éditions Nestor. Bonjour messieurs, Bonjour Laure. je suis vraiment très heureuse de vous recevoir. Surtout qu'effectivement, vous avez écrit un ouvrage qui me semble très original. Alors tout d'abord, pour ceux qui vont nous écouter et nous regarder, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, on va commencer par toi, Régis. Alors, qui est Régis? Alors, je suis Régis Ribert, j'ai 30 ans, je suis abymien d'ici de Grand Camp, ce quartier où on tourne aujourd'hui. Je suis docteur en langue et littérature étrangère et gérant d'une société qui s'appelle CARICAM. D'accord. Et toi, Stan? Stanley Damas, 33 ans, jeune auteur, compositeur, interprète et écrivain, travaillant dans l'entreprise familiale, la librairie Plus, la librairie de mon père, et Guadeloupéen partout. D'accord. Alors en fait, vous avez écrit cet ouvrage que je montre à la caméra qui s'appelle Plume, mais en fait c'est un recueil à trois voix en fait. Et il y a un troisième comparse qui n'est pas présent. Est-ce que vous pouvez dire deux, trois mots à son sujet? Tout à fait, il s'agit de Boris Mombol, qui est aussi un artiste pluridisciplinaire et de grand talent, qui nous a accompagnés dans cette aventure, mais malheureusement, il est en Martinique aujourd'hui, donc il n'a pas pu nous rejoindre pour cet entretien. Alors messieurs, pourquoi le choix de ce lieu? Parce que c'est vrai que le principe de paysage littéraire, c'est effectivement d'aller à la rencontre des auteurs, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi dans des lieux, peut-être des lieux qu'on ne connaît pas suffisamment. Alors pourquoi ce lieu? Je crois que c'est toi, Régis, qui a voulu que l'on fasse cette émission ici. Tout à fait. Déjà, j'ai grandi à Grand Camp, donc ça représente beaucoup pour moi. Et puis, c'est pas pour faire du chauvinisme, mais pour moi, Grand Camp, c'est un peu le génie populaire. C'est l'illustration vraiment du génie populaire. Comment, à travers le bitume, on a ce parc, on a cette essence, cette bulle d'oxygène et de verre qui vient un peu nous libérer et nous permettre de rêver, de laisser part à notre créativité. Les lianes, l'arbre sous lesquels on est ici, il y avait des lianes, on se croyait un peu pour Tarzan, on D'accord. venait, on rêvait. Donc Grand Camp, pour moi, ça a du sens, ça rappelle mon enfance, la base, et ça rappelle aussi, comme je l'ai dit, ce génie populaire, cette créativité et cette résilience, où même dans du bitume, jaillit du verre. Waouh, excellent. Alors toi, Stan, est-ce que tu connaissais déjà ce lieu ou c'est aujourd'hui que tu le découvres? C'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière. C'est un lieu D'accord. qui me parle aussi, le côté naturel et en même temps urbain. Ce n'est pas surfait, c'est authentique. Vous avez fait le choix de la poésie, d'accord? Pourquoi ce choix? Sachant qu'en général, on a tendance à dire que la poésie, c'est fait, bon, pour les gens qui sont un peu has-been, qui sont un peu dépassés. Alors vous, vous faites le choix de la poésie. Pourquoi? Et pourquoi pas la poésie? C'est un choix qui est naturel. Moi, mes premiers textes, je me souviens au lycée, c'était des poèmes, c'est venu comme ça, ce n'était pas calculé. C'est en nous et puis on l'a mis en œuvre. On s'est rencontrés à trois plumes et ça a donné une plume ici présente. La poésie, ça fait vraiment partie de nous. C'est vrai que c'est pas un genre littéraire on n'en parle plus trop, mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que notre Guadeloupe, c'est un poème. Et toi, Régis? Mais moi, je pense qu'on s'est naturellement dirigé vers la poésie par rapport à la liberté que procure la poésie. On faisait tous déjà de l'écriture sous différentes formes. Stanley avait déjà fait du slam, il avait écrit des chansons aussi. Avec Boris, on faisait aussi de l'écriture, on faisait du rap aussi parfois. Et la poésie, c'était un peu le juste milieu, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur la consonance, on peut jouer sur les rimes, on peut jouer sur les mots. Et là, c'était lu. Donc,
on n'avait pas à l'interpréter, on laissait au lecteur la possibilité de l'interpréter, de le lire à haute voix, je ne sais pas. Il y avait un jeu avec la poésie qui nous a naturellement intéressés. Comment ça vous est venu de faire donc un recueil, mais à 3 voix, ce qui est quand même de plus en plus rare? Parce que c'est pas une anthologie véritablement, votre recueil. C'est vraiment un recueil avec 3 voix à la fois différentes, mais en même temps qui se complètent. Ça vous est venu Je pense comment cette idée? qu'avant d'écrire, on a d'abord vécu ensemble. C'est-à-dire qu'on a vécu des choses ensemble, Régis, Maurice et moi. Et les textes, en fait, étaient déjà imprégnés de cette pluralité singulière, d'où le titre, on en parlera tout à l'heure. Et je pense que cette écriture, elle n'était pas du tout calculée, les textes se mélangent, parce que nous aussi, nous sommes un mélange pluriel et en même temps singulier. Chacun a son style et apporte une homogénéité poétique, on va dire. D'où je suis d'accord avec toi, c'est peut-être une anthologie qu'on a produit et on est fiers de ce produit. Alors, et pour toi, Régis, quelle est l'origine de ce recueil? Je rejoins Stanley. Je pense que la complicité déjà entre les trois est naturelle. On avait déjà cette complicité artistique, on collaborait beaucoup ensemble sur plein de projets. Donc il y avait déjà cette fibre et ce point commun. Mais je pense, en tout cas c'est mon avis personnel, que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Les jeunes et beaucoup de jeunes, nous en particulier, on avait parfois ce syndrome de l'imposteur qu'on a su vaincre au fur et à mesure. Mais le fait d'être à trois, ben, ça donnait un peu plus de courage parce que écrire seul et se dire bon, je vais écrire un recueil de poèmes aujourd'hui, je suis poète avec tout le monde qui nous regarde autour, mais toi, depuis quand tu es poète? Le fait d'y aller à trois donne un peu plus de courage, un peu plus de force, on se soutient les uns les autres à chaque étape quand il fallait aussi proposer le manuscrit à l'éditeur, ce genre de choses, voilà. Le fait d'être ensemble, je pense en tout cas moi, je les remercie de m'avoir accompagné dans cette aventure, m'a donné plus de courage et plus de force. Alors en fait, si je comprends bien, vous vous connaissez depuis l'enfance alors? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une symbiose entre vous, Depuis l'université, depuis depuis le début de l'université? l'université. Et D'accord, on a, ben, avec un doctorat, on a passé du temps sur le banc de l'école, du coup. c'est Donc on se clair. connaît depuis un certain temps, en effet. D'accord, c'est ce qui donne sans doute cette à la fois homogénéité, même si effectivement, vous avez chacun vos univers, mais on sent au-delà donc de cette belle écriture, mais on sent effectivement qu'il y a quelque chose Oui. d'autre qui lie. Alors ce titre-là, Plume, qui est quand même assez singulier, j'ai trouvé ça original. Plume, en plus de ça avec ce dessin, mais Plume au pluriel. Est-ce que c'est parce qu'effectivement vous êtes 3? Alors, Plume, effectivement, c'est un titre qui évoque beaucoup de choses. Régis donnera son avis, effectivement. Et je pense que le petit S à la fin du titre laisse une porte ouverte un peu à chacun. Ça peut être 3 plumes, effectivement. On se dit que ça peut être 3 plumes différentes, mais quand on lit l'ouvrage, il y a plusieurs parties. Il y a des textes qui sont plus déplumés que les autres, qui sont plus longs, plus courts. Les miens, personnellement, sont très longs. Voilà. Et les autres sont un peu plus courts, mais je pense que ce côté singulier, pluriel, c'est un peu le chaud, le froid, le sucre, le sel, l'hybridité qu'on apporte. Intéressant. Et toi, Ben, Régis? je rejoins Stanley aussi sur cette diversité de plumes, parce que nous sommes trois, il n'y avait pas qu'une seule plume, et on ne prétend pas avoir la même plume, bien au contraire, on se nourrit de cette différence. Et au-delà de cela aussi, on peut voir le fait qu'on y a laissé des plumes, c'est-à-dire on est tous les trois des jeunes hommes, et ces écrits en fait nous ont accompagnés dans ce devenir homme. On a commencé ces écrits au début de l'université, on le publie maintenant, on a tous fini avec l'école, donc on y a laissé des plumes, c'est un peu comme ce serpent qui mue et qui change de peau. Et bien voilà, nos plumes, Ah, c'est à double sens. extraordinaire. Alors justement, vos textes sont caractérisés par un ancrage dans la réalité historique de la Guadeloupe. Alors pourquoi ce choix? Je pense par exemple à Préambule, à Reset de la Caraïbe ou Société de Boris. Alors est-ce que le territoire est pour vous une source d'inspiration? Vas-y, pour toi, Alors, Régis. pour moi, effectivement, je rebondis sur le préambule, l'héritier. Ben, effectivement, l'héritier, pour moi, c'est un peu une parabole à la prière de petit enfant nègre de Guy Tyrolien qui m'a nourri en étant enfant parce que je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'avais une école, fallait toujours monter un morne. Fallait toujours monter un morne et quand il dit le morne est trop haut qui mène à leur école, ben, ça m'évoquait énormément de choses et notamment à l'université. J'habitais à Cazenavire et puis chez Elcher, pour ceux qui Exact, connaissent l'université de Elcher, il y a un morne pointu c'est et il clair. faut vouloir aller
parler à l'école. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, notre environnement, nos paysages, puisque c'est ce dont il est question aussi dans cette émission, notre héritage, notre culture ben, nous habite profondément parce qu'elle définit qui nous sommes. Donc effectivement, ça apparaît dans les écrits parce que c'est qui nous sommes, c'est notre essence. Et pour toi, Stan? Ben, la négritude de mon amour, ça parle. C'est-à-dire que c'est ces deux couleurs-là. La négritude, c'est le côté combattant, le côté je suis, donc j'existe, donc j'apporte, donc je ne me tais pas. Et le côté mon amour, nous sommes de jeunes hommes aussi, comme dirait Régis, qui avons aimé, qui avons été aimés. Et ce côté ancrage Guadeloupe, Martinique et autres, ça transpire de nous-mêmes. C'est même pas de notre faute parce qu'en fait, quand on écrit là où on existe ou là Absolument. où on veut exister. Alors en fait, il y a une autre chose qui interpelle dans ce recueil, c'est la liberté. Moi, ça m'a vraiment frappée, la liberté avec laquelle vous exprimez vos sentiments, vos émotions. Alors qu'aujourd'hui on parle de masculinité toxique, j'observe que vous trois, en fait, vous parlez sans réserve de toute la palette des émotions qui vous habitent. Alors, est-ce que c'est une façon de déconstruire l'héritage machiste qui a été transmis parfois intentionnellement ou parfois inconsciemment? Est-ce qu'il y a eu cette volonté-là? Par exemple, je pense au texte Mirage, miracle et misère de moi ou alors Tandem. Est-ce que ça a été une volonté de votre part ou c'est arrivé comme ça pour toi, Moi, Régis? je pense que c'est arrivé comme ça, en tout cas dans les écrits, parce que je considère que c'est quelque chose qu'on avait déjà déconstruit bien avant. On faisait déjà de la musique et Stanley, par exemple, est un zouker. C'est Donc, vrai. quand on fait du zouk, on parle d'amour différemment et on parle d'amour à tous les niveaux. On va parler de l'amour passionné, on va aussi parler du désamour, on va aussi parler du limbé. Donc, on avait déjà, je pense et je l'espère vraiment, franchi cette barrière de la masculinité. On n'avait pas peur de parler d'amour sous différentes formes et on l'a très bien fait à travers nos chansons dans le passé. Et c'est dans ce sens-là qu'on n'a pas eu peur aussi. Et Stanley le fait davantage et il le fait très bien d'ailleurs dans ses écrits, d'y parler librement et de ne pas avoir peur d'exprimer sa fragilité, car elle n'en est pas. Il s'agit juste d'une sensibilité et non d'une fragilité. Donc c'est tout cela qu'on souhaite amener à travers nos écrits aussi. Surtout de l'humanité, tout simplement Tout à aussi. fait, tout à fait, tout à fait. Mais je pense que c'était involontaire. C'est quelque chose qu'on avait déjà, une étape qu'on avait déjà franchie et qui apparaît de façon naturelle dans nos écrits. On ne s'est pas posé la question, est-ce qu'on va passer un message? Non, pas du tout. D'accord. Et donc tu confirmes effectivement ce que dit Régis, c'est-à-dire que c'était déjà des choses sur lesquelles vous aviez déjà avancé. Totalement. Mais Et alors vas-y. sans t'en couper, Régis m'a remémoré une période passée parce qu'on a également collaboré dans des projets musicaux antérieurement au projet littéraire. Et ça me rappelle le morceau qu'on avait fait. Il m'a fait écouter un instru. Et puis moi, mon premier réflexe d'avoir dit «Darling», c'est de mettre du Saint-Éloi quelque part. Et il y a un peu de Saint-Éloi aussi dans ce romantisme que j'ai, puisque je t'aime ne veut pas dire seulement être fort, je t'aime aussi, ça veut accepter de pleurer. Ça fait partie de l'amour, tout ça, ça fait partie de nous. C'est pour ça effectivement que j'ai trouvé que ces textes-là étaient très forts, étaient très touchants, parce que je trouve qu'aujourd'hui justement, c'est vrai qu'il y a le Zouk Love qui parle d'amour, mais je veux dire en poésie, la poésie masculine antillaise, l'amour, c'est peut-être pas le sujet de prédilection, ou alors on en parle, mais très rapidement. Alors on va poursuivre. Vous abordez aussi les conséquences de l'acculturation. En tant que jeune, et particulièrement des jeunes hommes, pourquoi en parler? Par exemple, dans le texte «Lettre d'un Antillais au colonialisme» de Stan, ou alors «Paradigme» de Régis, ou alors «Hantise» de Boris, ce phénomène d'acculturation, c'est apparemment quelque chose qui vous interpelle. Pourquoi, Stan? Je dirais, je parle en mes mots, j'ai un amour inconditionnel pour la Guadeloupe, même quand elle est fatigante. Parce qu'en fait, tous les jours, je suis confronté à je ne sais pas qui je suis. Ah, je suis ce Guadeloupéen-là, je ne suis peut-être pas celui-là. Et je pense qu'avec le max d'années qu'on a fait universitaire, on ne peut pas se taire. Et on est obligé d'écrire pour essayer de sensibiliser qui va en parler pour d'autres, qui va en parler pour d'autres. On est en mission quelque part parce que l'acculturation, et non pas l'acculturation, c'est quelque chose qui est très, très, très marqué chez nous. On manque de culture, on connaît Bonaparte, mais on ne connaît pas Delgrès. On ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé durant la bataille de Vertières. On ne connaît pas ce genre de choses qui sont propres de chez nous. Le massacre de la Saint-Valentin, c'est des choses qui sont chez nous, mais qui sont là, qui sont éteintes, qui sont endormies. Donc j'invite tout un chacun à faire un travail sur sa culture pour se
Pour pour pouvoir s'enrichir, pour pour s'enrichir. s'enrichir et peut-être s'ancrer aussi. Parce que, est-ce que vous n'avez pas peur peut-être que l'on vous dise que oui, mais le fait de rester sur la culture guadeloupéenne, c'est une façon de se fermer? Est-ce que pour toi, c'est une fermeture ou au contraire, se connaître, c'est une ouverture? Non, au contraire, c'est une ouverture et justement les écrits, il y a le texte Voyage justement qui le dit, qui montre qu'au contraire que c'est en se connaissant qu'on peut davantage s'ouvrir aux autres parce qu'en se connaissant, on a conscience de sa différence, de son unicité et ça nous permet de mieux appréhender l'autre, de comprendre que lui aussi est un être unique avec une vision des choses qui peut être complètement différente de la nôtre. Donc non, tout doit partir déjà de se connaître soi, connaître sa culture pour après ça aller au-delà. Et je rebondis sur ce que disait Stanley, on a tous les trois fait des études culturelles. Donc on connaît les dangers de l'aliénation, de l'acculturation et on est nous-mêmes passés par là. Moi par exemple, j'ai fait des études anglophones parce que j'étais fasciné par les Américains en long, en large, en travers. C'est quelque chose que j'ai eu à déconstruire au fur et à mesure. Mais ça passe par différentes étapes et ça passe aussi par l'art et la culture. Le format du recueil, je l'ai trouvé très, très original. Vraiment, quand je l'ai récupéré, quand Stan me l'a porté, je me suis dit, mais sur le coup, je me suis dit, mais c'est une BD, c'est pas possible. Alors, est-ce que c'est vous qui avez voulu que ce soit ce format-là, que je trouve vraiment très intéressant et captivant, ou alors ça s'est imposé à vous? Comment s'est fait ce choix-là? Parce que je n'avais jamais vu un recueil sous cette forme-là. Alors c'est voulu, parce qu'on a choisi la poésie pour la liberté. On savait qu'on n'allait pas rester dans les cadres que généralement les boîtes étroites, ça ne nous réussit pas. On a tous des personnalités très, très fleuries, on va dire ça comme ça. Donc on savait qu'on allait partir sur un produit un peu différent. On a eu beaucoup de chance. L'éditeur, M. Nestor, qui a accepté en fait toutes ces nouvelles idées, il était très réceptif, il était ouvert à toutes ces innovations et du coup on est parti sur un produit qu'il était capable de faire avec nos idées. Donc c'était une réflexion commune, une construction. On a travaillé avec des illustrateurs de par le monde en réalité. On a D'accord. travaillé avec pas mal de gens pour aboutir à ce produit dont nous sommes très fiers. Tu confirmes effectivement, Stan? Totalement, et en plus, je me retrouve totalement dans le coloris. Noir et doré, ce sont mes couleurs préférées, donc je ne peux que valider la stylistique du texte, du recueil. Alors, est-ce que vous avez chacun des autrices ou des auteurs guadeloupéens ou martiniquais ou caribéens tout simplement qui vous inspirent, qui sont entre guillemets vos maîtres ou peut-être vos modèles? Est-ce que vous en avez? Toi, Régis? Moi, j'avoue que de par ma famille et ma scolarité, j'ai été biberonné à Marie Scondé. J'aime bien l'expression. Donc, j'aurai toujours une sensibilité pour ses écrits. Après, la littérature antillaise, de façon générale, m'intéresse beaucoup. Les auteurs modernes. J'ai été l'élève de Monsieur Gadet, donc dès qu'il va publier quelque chose, j'aurai toujours la On le salue curiosité. d'ailleurs. Voilà, qu'on salue, j'aurai toujours la curiosité de m'y intéresser. Donc, de façon générale, je m'intéresse à la littérature antillaise avec une vraie sacralisation, je l'avoue, pour Pour Marie Madame Scondé. Condé, voilà. Aussi pour Benzo, qui a nourri mon enfance. Je dois l'admettre qu'il a nourri aussi mon imaginaire jusqu'à présent, qui en fait partie et qui, pour moi, fait partie aussi de l'imaginaire guadeloupéen qu'il a su mettre en mots et mettre en image aussi par la suite. Donc voilà, c'est tous ces gens-là. J'ai tellement de noms que j'ose pas citer tout le monde. J'imagine, parce qu'effectivement, on commence à avoir un panthéon C'est carrément. ça, vraiment. Alors, et toi, Stan? Là, tout de suite, il y a 4 personnes qui m'ont vraiment marqué. Je vais commencer par deux personnes qui ne sont pas des écrivains à proprement dit. C'est Gilles Fleury et Patrick Saint-Éloi. D'accord. C'est deux Ah oui, ils sont quand même des sommités écrivains. guadeloupéennes qui m'ont vraiment, au moment de mon adolescence où la vie n'était pas forcément stable, ils m'ont vraiment mis à plat, ils m'ont vraiment stabilisé. Après, il y a eu Aimé Césaire, de par les enseignements de M. Roger Thompson, notamment, qui m'a donné envie de lire Césaire au moment où Césaire n'était pas très vendeur en termes de lecture. Je pense au Cahier du retour au pays natal, qui n'est pas un texte qu'on va lire comme ça et comprendre tout de suite. Et aussi Léon Gontran Damas, qui n'a rien à voir avec mon nom. On m'a souvent vanné dessus, mais j'ai trouvé que son écriture un peu accidentée me correspondait totalement. Donc ces 4 personnes sont venues. Par la suite, on a eu d'autres. Et ce sont celles qui ont quand même nourri la base. Ouais. D'accord. J'aimerais rebondir aussi Oui. sur quelqu'un que j'ai oublié, en effet, c'est Madame Patricia Donatien. Ah Qui est oui. aussi Idem. écrivaine et qui, je dois l'admettre, m'a énormément influencé. Quand elle théorise l'art caribéen, Ah mais oh oui. forcément, ça ne me laisse pas indifférent. Donc, il y a toutes ces personnes-là qui ont su influencer, qui ont su nous permettre de nous construire aussi en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, en tant qu'homme, pour petit à petit construire aussi notre vision des choses, notre positionnement culturel, qui n'est pas forcément un positionnement militant, mais un positionnement identitaire en tant qu'auteur guadeloupéen
et fier. Alors, nous approchons de la fin de cet entretien. Une avant-dernière question. Pourquoi lire ce recueil, d'accord? Et à qui s'adresse-t-il? Je te laisse répondre Stan? d'abord, Stan. Je vais prendre un concept déjà cité, hein, ça s'adresse à tout le monde. Parce qu'en fait, je pense qu'en 2023, on a besoin encore de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et je pense que dans ce livre-là, un enfant peut trouver un texte qui a sa portée. Un professeur, un parent d'ailleurs, on espère un jour pouvoir avoir la possibilité d'arriver en établissement avec le bouquin, puisque Ah oui, j'ai des textes où je remets, je ne vais pas mentir, hein, je donne une calotte à beaucoup de choses déjà préconçues, à des idées reçues, à des gens qui portent nos roues, qui n'ont rien à faire là. Je vous laisse lire le texte, notamment pour savoir de qui je parle. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer et d'autres choses qu'il faut garder. Donc, lise des plumes, c'est vous lire en même temps, c'est vous comprendre, c'est nous comprendre. Voilà, c'est ce que j'ai. je te remercie. Et toi, Régis? Moi, je dirais à tous les curieux, à tous ceux qui aiment lire, à tous ceux qui aiment voyager, qui aiment s'évader le temps d'un instant. C'est pour ça qu'on a choisi la poésie aussi. C'est pour permettre une lecture ponctuelle. C'est-à-dire on veut profiter d'un petit instant, on lit quelques vers, on lit quelques poèmes, on peut s'évader puis revenir au-dessus par la suite. Voilà, c'est vraiment un produit tout public. Et comme le disait Stanley, on est formateur de profession aussi. L'utiliser comme support éducatif ou didactique serait bien entendu un privilège et un rêve, un doux rêve pour nous. Et je pense que c'est voué à cela parce que les écrits que nous produisons sont faits pour nous-mêmes. Donc autant les utiliser. Alors, messieurs, est-ce que vous pourriez nous lire? Alors, peut-être qu'on n'aura pas le temps de lire 2 textes, mais au moins un texte. Est-ce que Stan, tu permets que Régis lise un texte? Et on y va, Très bien. Régis. J'ai choisi le texte fouet. C'est pas forcément le texte le plus doux, mais c'est celui que j'ai choisi aujourd'hui. Alors, mon père marmonne souvent que le coup de fouet du nègre est plus appuyé que celui du blanc. Je me questionne souvent sur ces paroles aigres. Cette vision si pessimiste que je désapprouvais déjà enfant. Quelles expériences de vie l'auraient rendu si acerbe, au point de voir son peuple plus menaçant que l'Occident raciste et pingre. Je ne suis plus enfant et je comprends désormais que les miens ont une connaissance plus accrue de mes plaies, sachant où appuyer pour faire mal. Quand naïvement, je porte mon sourire au troupe occidental, face à un frère, je baisse ma garde. Ne constatant trop tard l'étendue de ma mégarde. L'origine du mal est protéiforme, papa, même quand le karata vient de chez moi. C'est un petit poème que j'ai choisi parce qu'il pique un petit peu et pour faire une dédicace à mon père. Le dernier zouk d'un condamné. Tes larmes sont si salées que chaque jour, elles brûlent mon cœur de cire. Je ne peux que m'endormir sans amour dans ma dernière demeure. Tu as failli m'ossir. Tes lèvres sont si sucrées qu'elles ont donné de la saveur à mon existence sans goût. Goutte à goutte, mes sentiments s'égouttent dans les égouts du doute et toutes vos routes me dégoûtent. Ta voix est si sensuelle que les 7 jours de la semaine sont venus te chanter la sérénade des caresses éternelles et moi je reste malheureusement sans voix, car le destin ne nous voit pas ensemble sur la même voie. Ta peau me faisait tant frémir que chaque rime, chaque note et chaque phrase voulait faire l'amour à mes rêves et à mes envies. Frémir, gémir, vomir, puis mourir. Ça fait trop de verbes à conjuguer depuis que tu m'as subjugué. Waouh! Je vous remercie beaucoup, messieurs. On va se retrouver donc Merci. tout à l'heure à la fin de cette émission où vous aurez l'occasion de parler des paysages qui vous inspirent. À tout à l'heure. Dans ce numéro, nous rendons hommage à une autrice célèbre, tant pour ses ouvrages que pour ses idées. Je veux parler de Dany Bébel-Gisler, née le 7 avril 1935 à Pointe-à-Pitre et décédée au Lamentin le 28 septembre 2003. Elle a toujours revendiqué le fait d'être guadeloupéenne. Sa famille occupe une place très importante dans son parcours de vie. Elle est mère et grand-mère, sociologue et linguiste, chercheur au CNRS et pédagogue. Elle fait partie de cette génération d'auteurs et d'autrices qui ont posé les fondations d'une nouvelle façon de considérer et de défendre la culture de leur pays. Dany Bébel-Gisler a œuvré sans relâche pour que le créole soit reconnu comme une langue au même titre que le sont l'anglais, le français ou autres. Pendant plus de 20 ans, elle a travaillé dans un centre d'éducation populaire qu'elle a créé, du nom de Bois d'Oubout, destiné aux enfants et adolescents en difficulté scolaires, familiales et sociales. Elle a fait le choix du créole pour instruire ses enfants et ce, quelle que soit la matière.
Dany Bébel-Gisler a milité pour que les Antilles fassent partie du projet La Route de l'esclave, une initiative de l'UNESCO qui a débuté en 1994 et qui avait pour but de briser le silence autour des traites négrières et de l'esclavage. Elle a écrit de nombreux ouvrages comme le célèbre essai Le défi culturel guadeloupéen, devenir ce que nous sommes aux éditions caribéennes, collection Codiam en 1989, ou encore le récit À la recherche d'une odeur de grand-mère. Dans Guadeloupe, une enfant de la DAS raconte Pointe-à-Pitre aux éditions Jazor en 2000. Je veux la paix. Je suis fatiguée de servir de ballon de foot. Un coup de sifflet de l'assistante sociale, me voilà expédiée chez une gardienne. Un coup de sifflet de l'arbitre juge des enfants, je suis transbahutée chez une autre. Je veux poser mon corps, stationner quelque part. J'ai le droit de vivre aussi, moi, normalement, comme beaucoup d'autres enfants, avec un papa, une maman, des frères, des sœurs, ensemble, une famille, quoi. C'est une citation tirée du récit À la recherche d'une odeur de grand-mère. Dans Guadeloupe, une enfant de la DAS raconte Pointe-à-Pitre. J'espère que vous continuerez à découvrir l'œuvre de cette grande autrice, Dany Bébel-Gisler. À bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Est-ce qu'en Guadeloupe, il y a un paysage qui vous inspire en particulier? Je vais commencer avec toi, Stan. Je pense tout de suite au boulevard du Moule, hein. C'est quelque part, je me suis beaucoup réfugié, je me suis beaucoup retrouvé, je me suis aussi isolé pour me retrouver moi-même. Je pense au boulevard tout de suite, au boulevard du Moule. Et est-ce que c'est un boulevard qui a eu l'occasion de t'inspirer quelque chose? Une écriture? Je pense que mon écriture rafraîchie maritime vient de là, le côté ventilé, le côté loin et en même temps proche, en même temps instable, puisque l'océan signifie tout ça. Ça vient de là. Je te remercie. Et toi, Régis? Ben moi, je dirais la place de la Victoire. Ça peut paraître surprenant, mais tout ce qu'il y a autour de la place de la Victoire et de Pointe-à-Pitre en ce moment est tellement rafraîchissant. C'est tellement multiculturel, tellement divers. J'y ai passé beaucoup de temps ces jours-ci et j'aime beaucoup et ça m'inspire énormément. Il y a tellement d'influences que c'est le paysage que j'ai choisi aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous remercions donc Stan, nous remercions Régis, mais aussi Boris qui n'était malheureusement pas là. Je vous représente donc ce recueil, Plume, paru aux éditions Nestor. Un ouvrage à lire parce qu'il faut découvrir ces trois voix à la fois différentes, mais qui en même temps partagent des univers communs. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain paysage littéraire.